Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Dans l'actualité de ce mardi soir, le petit journal perd sa tête pensante avec le départ de Yann Barthès sur Canal+. Les émissions en clair ne sont plus la priorité de Canal+, a annoncé un intervenant. Je vous propose de regarder l'entretien signé Pierre Troy. Yann Barthès et la chaîne Canal+, l'animateur et producteur quitte l'emblématique petit journal qu'il avait contribué à créer. Alexandre Picard, vous êtes journaliste spécialisé dans les médias au monde. Après le changement total d'équipe du Grand Journal l'année dernière, le passage des Guignols en crypté et les multiples remplacements au sein des différentes chaînes du groupe, est-ce qu'on peut désormais dire que Canal+ entre dans une nouvelle dimension ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un point de plus puisque aujourd'hui on voit que le clair est, si on est gentil, remanié sur Canal+, ou même on pourrait dire qu'il est dévasté puisque finalement il en reste plus grand-chose et Canal+ va faire l'année prochaine un petit journal, mais qui a priori n'aura de petit journal que le nom puisque il n'y aura plus ni le producteur, ni Yann Barthès, son animateur fondateur, ni les équipes qui font le succès aujourd'hui du petit journal. Après, c'est quelque chose que Canal+ assume et ils disent que c'est plutôt un divorce par consentement mutuel. Et le discours de la chaîne, c'est de dire que finalement le clair n'est plus la priorité pour demain pour Canal+, et que la priorité c'est plutôt par exemple le football pour faire revenir les abonnés et le deal qu'essaye de nouer en ce moment Canal+ avec beIN, sa rivale, et beaucoup plus que le petit journal qui serait quelque chose de plus périphérique. Mais le grand public qui était capté donc, par les émissions en clair, aujourd'hui est fidélisé au petit journal. Est-ce qu'il va suivre Yann Barthès dans ses nouvelles aventures, ses nouveaux projets ? On ne sait pas, mais on pense que quand même il a de bons atouts à faire valoir. Il va maintenant dans le groupe TF1, donc il va sur la chaîne TMC en quotidien. C'est une chaîne qui est beaucoup moins connue que certaines autres. Mais enfin, quand on pense aux shows d'Access, c'est-à-dire cette fin d'après-midi, qui ont du gros succès, notamment celui de Cyril Hanouna sur D8 ou celui de C'est à vous sur France 5, ce ne sont pas des chaînes qui sont des chaînes énormes et extrêmement puissantes. Donc on peut imaginer qu'il peut trouver un public similaire à celui qu'il a aujourd'hui sur Canal+. Enfin, on peut aussi noter qu'à TF1, il y a Ara Aprikian qui était un des directeurs des programmes à Canal+, et qui a créé un peu de toutes pièces le succès de Cyril Hanouna. Donc ils ont quand même des arguments à faire valoir. Et puis la boîte de production de Yann Barthès qui va continuer dans ses aventures. Ils ont une façon très à eux de faire de l'info, c'est-à-dire d'interviewer des politiques dans des moments pas forcément où ils sont à l'aise, de faire du décryptage. Est-ce que vous pensez que cet héritage du petit journal va pouvoir perdurer ? En fait, oui, il perdure déjà un peu au travers de certains emprunts que d'autres émissions lui ont fait. On peut penser par exemple à un module du JT de France 2 qui s'appelle L'œil du JT, où il y a l'idée un peu comme ça de décrypter, de voir l'envers de la communication, d'essayer de faire une contre-enquête, mais avec un aspect un petit peu ludique et pas quelque chose de trop austère. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Par exemple, BFM TV a aussi fait avec l'épisode dit de Lucette, une sorte de contre-enquête d'une visite présidentielle chez une dame où on s'était rendu compte que tout était arrangé. Donc cette idée-là, plein de gens la convoitent, l'observent et essayent de s'en inspirer. Après, c'est pas si facile à faire pour pas tomber dans quelque chose de trop léger et de l'infotainment, du divertissement qui finalement n'apporte rien. Et le petit journal, jusqu'ici, était le meilleur représentant de ce courant. Merci Alexandre Picard. Pour en savoir plus donc, sur le départ de Yann Barthès du Petit Journal, je vous renvoie aux pages du Monde ou au site lemonde.fr. Bonne lecture. Des collaborateurs et des élus accusent fortement Denis Baupin d'agression sexuelle et d'harcèlement dans une enquête publiée par Mediapart et France Inter. Denis Baupin est mis en cause pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Des collaboratrices et des élus témoignent dans une enquête de France Inter et Mediapart. Le vice-président de l'Assemblée nationale a déposé sa démission. Hélène Becmézian, vous êtes journaliste en charge du Parlement au Monde. Il y a un an, vous avez co-signé une tribune mettant en cause le harcèlement de politiques envers les journalistes. Est-ce que les agissements décrits dans ces témoignages sont similaires à des faits que l'on vous a déjà racontés ou que vous avez vous-même vécu ?
Ces agissements s'inscrivent dans un système global qui est très dominé par les hommes, qui est assez patriarcal. En ça, c'est similaire. Là où il y a une grosse différence, c'est que je pense que les hommes politiques envers les femmes journalistes ne se comportent pas de la même manière qu'envers les femmes politiques. Envers les femmes journalistes, ça va être ce dont on parlait dans la tribune, de la drague poussée, des gestes, des propos déplacés. Mais envers les femmes politiques, c'est beaucoup plus violent parce qu'ils estiment que c'est un milieu d'hommes, qu'elles leur piquent leur place, qu'elles n'ont rien à faire là, qu'elles sont accessoires. Et donc, c'est pour ça que je pense que les faits qui sont rapportés, qui sont très graves, qui relèvent du pénal s'ils n'étaient pas prescrits, sont beaucoup plus forts, beaucoup plus violents. Et ça, nous, en tant que journalistes, on le voit finalement assez peu. Je pense que c'est plus interne au monde politique. Ces faits sont assez anciens, il y a des témoignages qui sont anonymes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une véritable omerta dans le milieu politique sur ce sujet, et notamment au Parlement ? Oui, je pense qu'on peut parler d'omerta, on peut parler de tabou. À l'Assemblée, au Sénat, il y a cette particularité qui bientôt, qui on espère ne le sera plus, qui fait qu'il n'y a qu'un quart du corps législatif qui est composé de femmes. Donc les femmes sont minoritaires à l'Assemblée. Les femmes ayant subi des violences sont minoritaires dans la minorité. Donc c'est très difficile pour elles d'en parler. Ces femmes veulent faire carrière. Denis Baupin était quelqu'un qui comptait, et toujours quelqu'un qui compte beaucoup chez les écologistes. Donc on a besoin de relais, on a besoin d'appui. Et puis en plus, la politique, c'est un milieu difficile. On le sait, on l'a suffisamment répété. Et on ne veut pas avoir l'air de victime, parce qu'on sait que si on a l'air de victime, on se fait marcher dessus. Toutes ces choses-là qui font que oui, il y a une omerta et que c'est difficile pour ces femmes de dénoncer les faits dont elles sont victimes parfois. Donc il y a une omerta, mais les choses changent un peu quand même. On le voit dans la réactivité du président de l'Assemblée. Claude Barthelone a demandé dans la matinée la démission de Denis Baupin. Est-ce que pour vous, c'est signe que les choses vont dans le bon sens ? Oui, bien sûr. Je pense que ça va aussi, ça répond à cette accélération du temps médiatique qu'on vit depuis quelques années, Twitter, les réseaux sociaux. Pour parler très concrètement, moi, Claude Barthelone, n'arrivant pas à le joindre par téléphone, je l'ai interpellé sur Twitter en lui demandant s'il comptait réagir. Le message a été très vite retweeté, commenté. Donc on voit bien que la pression aujourd'hui sur ce genre d'événement monte très vite et que ce n'est pas possible de ne pas donner une réaction dans les 24 heures. Et par ailleurs, je pense que si ça réagit aussi vite, c'est parce que ces comportements, ces faits sont sanctionnés par l'opinion publique, mais sont maintenant immédiatement sanctionnés par les responsables politiques. Ce sont des choses qui sont de moins en moins tolérées, et on peut supposer qu'il se serait passé la même chose il y a quelques années. La réaction n'aurait peut-être pas été aussi rapide, aussi prompte. Donc oui, pour moi, c'est le signe que ça va dans le bon sens, que les faits sont pris à la mesure de leur gravité tout de suite et que des actes sont posés. Donc il y a une dynamique engagée. Est-ce que pour vous, dans les prochains mois, il y aura de nouvelles révélations qui pourraient potentiellement sortir ? Je ne peux pas le dire, je n'en sais rien, mais je le pense, oui, parce que cette marche vers la transparence, on voit bien que ça ne concerne pas que le sexisme ou le harcèlement sexuel, ça concerne les déclarations d'intérêt, l'argent, le patrimoine. Maintenant, c'est nouveau, les candidats qui vont se présenter à la présidentielle devront soumettre leur déclaration de patrimoine, qui sera contrôlée par une haute autorité. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement général où les gens ont vraiment envie de savoir pour qui ils votent quand ils mettent un bulletin dans l'urne. Et je pense que cette campagne sera l'occasion, je pense que des journalistes vont faire leur travail d'enquête pour mettre au jour peut-être d'autres faits. Et oui, je crains qu'il y ait d'autres histoires qui sortent ces prochains mois, ces prochaines années. Hélène Becmézian, merci. Pour aller plus loin, rendez-vous dans les pages du Monde ou sur le site internet lemonde.fr. Bonne lecture. Un gigantesque incendie ronge la ville canadienne de Fort McMurray. Depuis le 1er mai dernier, le feu qui recouvre 850 km² a forcé l'évacuation des 100 000 habitants de la ville. Je vous propose de regarder le reportage signé David Dufresne. 850 km², 100 000 personnes évacuées, une ville de la taille de Poitiers qui se vide en 48 heures. Ça se passe au Canada, à Fort McMurray, ravagé par un immense feu de forêt qui s'est déclaré le 1er mai. Fort McMurray, c'est un endroit très particulier, une ville qui s'est construite au milieu d'une forêt boréale sur l'une des plus grandes réserves de sable bitumineux au monde. Alors pour la décrire, on est au téléphone avec David Dufresne. David, vous avez réalisé en 2013 un webdoc remarqué qui s'appelle Fort McMurray, où vous étiez en immersion dans cette ville et sa puissante industrie pétrolière. Donc, alors, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots le développement de Fort McMurray qui a jailli en très peu de temps, je crois? Ça a été extrêmement rapide puisque pendant un siècle, c'était un village. Dans les années 60-70, on découvre qu'il y a du pétrole, mais qui est un pétrole très lourd, très cher à extraire, donc c'est pas rentable. Et puis, avec l'explosion du prix du pétrole dans les années 90, on va voir arriver les grosses compagnies pétrolières, pratiquement toutes, dont Total, par exemple la française, qui vont s'installer. Et là, la ville va passer de 10 000 à peu près 90 000, 100 000 habitants, comme vous venez de le dire, plus une 30 000 habitants, enfin qui ne sont pas des habitants, qui sont des travailleurs qui vont et viennent par avion, qu'on appelle la population fantôme, qui travaillent dans ce qu'on appelle des camps de travail, c'est le terme, qui peuvent être jusqu'à 150-200 km au nord de la ville.
Parce qu'il faut bien voir que Fort-McMurray, le territoire de cette ville, serait l'équivalent, si vous voulez, de la Normandie, de la Bretagne. Hein. C'est énorme, mais il n'y aurait que cette ville-là. Et depuis un an, cette ville était en train de se vider parce que le prix du pétrole chutant, ça n'est plus rentable. Donc il y a une crise économique très forte qui frappait la ville. Et là, depuis 4 jours, cette ville est devenue une ville fantôme, une ville en ruine. Alors le gouvernement canadien s'inquiète de l'impact d'un tel incendie sur l'économie du pays. C'est quoi aujourd'hui le poids de Fort-McMurray au Canada? Le poids de cette ville au Canada est très discuté. Les partisans de cette ville, qui était notamment le gouvernement précédent, Harper, considéraient que c'était le trésor de guerre de l'économie canadienne. D'une certaine manière, le dollar canadien est en partie indexé effectivement sur ce gisement. Et depuis quelques mois, le dollar canadien a chuté parce que les prix du pétrole ont chuté. De l'autre côté, chez les adversaires, en fait, on dit que ce n'est pas si important que ça et on pourrait s'en passer. Toujours est-il qu'on peut considérer l'Alberta, qui est une des provinces du Canada, comme un véritable État pétrole. Ce que je peux vous dire, c'est que pour les entreprises, les pétrolières, c'était à un moment donné une grande priorité. Donc elles investissaient dans cette ville, notamment, par exemple, dans les infrastructures. Il y avait la piscine Syncroid, le gymnase Suncor, la salle de musculation Total. Cette ville était totalement sous la coupe, privatisée par les grandes entreprises. Et ensuite, sur l'économie canadienne, plus largement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'autres provinces, qui dépendent énormément de Fort-McMurray, puisque des provinces très pauvres envoyaient leurs ouvriers, leurs travailleurs, là-bas par avion, et ils venaient travailler 10 jours, et ils repartaient, ils venaient 10 jours, etc. Donc, pour l'économie canadienne, c'est assez épouvantable. David, dans une interview à Radio-Canada, vous avez dénoncé la folie humaine qui entoure cette ville et les questions politiques qu'elle pose. C'est quoi cette folie humaine dont vous parlez? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel drame? La folie humaine, ça consiste à croire que notre civilisation, qui est bâtie sur une énergie fossile, a de l'avenir. Alors c'est terrible, parce qu'évidemment, on pense à tous ces gens qui fuient la ville et qui sont dans une mouise épouvantable. Mais au-delà de ça, on commence à avoir des experts qui nous expliquent, par exemple, que la déforestation, telle qu'elle a été pratiquée de manière sauvage, explique en partie les feux de forêt. Pourquoi? Parce qu'on a laissé sur le sol sécher des brindilles, des branches, etc., qui flambent très très vite. Et c'est pas pour rien qu'il y a un incendie aujourd'hui, puisque depuis une dizaine de jours, on explose les records de chaleur en Alberta. Les records de chaleur, c'est le réchauffement climatique. Donc, c'est là où je parle de folie humaine, si vous voulez. Et la folie politique, c'est d'avoir encouragé d'un côté ça, et de l'autre côté, aujourd'hui, de ne pas s'intéresser à cette question-là. Merci beaucoup David, et pour en savoir plus sur cet incendie qui ravage la ville de Fort-McMurray, rendez-vous dans les pages du Monde et sur lemonde.fr. Bonne lecture. Elisa Tovati a annoncé qu'elle ferait bien une chanson romantique avec James Blunt. Regardez cette interview réalisée dans des conditions exceptionnelles dans Public TV, et c'est pour nous ce soir. Bonjour à tous, je me trouve à Paris en présence d'une très grande artiste, Elisa Tovati, bonjour. Bonjour. Donc on va reparler un petit peu de votre parcours, de votre carrière et de ce single qui vient de sortir et de votre prochain album. Donc on a pas mal de questions, discrètes, un peu moins discrètes, mais est-ce que vous nous promettez de répondre sans tabou? Ça va dépendre des questions. Ça va dépendre Je ne promets rien, moi. Il n'y a pas de piège, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez toujours senti que vous feriez une carrière dans le cinéma? Oui. En fait, j'ai toujours voulu être une artiste. J'ai toujours voulu jouer la comédie, chanter, m'exprimer à travers tous ces arts. Donc, oui, d'aussi loin que je me souvienne, c'était ça que je voulais faire et rien d'autre. C'est votre rôle dans La Vérité si je mens qui vous a propulsé sur le devant de la scène. Quel était votre plus beau souvenir quand vous repensez à cette époque? Vous êtes nostalgique et... Le plus beau souvenir, c'est cette bande de copains. En fait, c'est agréable de tourner d'abord avec des très bons comédiens et l'ambiance était bonne et on rigolait sur le plateau. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir la crème de la crème parce que José Garcia, c'est quand même un être aussi exceptionnel que bon comédien. Donc, c'est ça, les bons souvenirs. Et puis de regarder comment ils travaillent et apprendre d'eux aussi.
Vous avez gardé contact avec vos amis de la En fait, vie quotidienne quand on se croise, on a toujours plaisir à se voir, mais vous savez, certains comédiens font 4-5 films par an, donc au bout de 20 ans de carrière, s'ils devaient garder contact avec tout le monde, ils passeraient juste leur temps à déjeuner et à dîner, ils feraient plus grand-chose d'autre. Est-ce que ça vous arrive qu'on vous appelle Shoshana dans la rue? De moins en moins, mais en tout cas à la sortie du film, énormément. C'était Shoshana pour tout le monde. Ouais. C'était difficile de se détacher justement du caractère, du personnage de Ce qui est Shoshana? difficile, c'est que quand en fait le public et les professionnels ne vous connaissent qu'à travers un rôle, puisque c'était mon premier rôle, oui, c'est compliqué d'enlever l'étiquette. Et puis après, avec le temps et les autres personnages que j'ai interprétés, les disques et tout ça, c'est devenu ponctuel de temps en temps. Ça m'arrive de croiser quelqu'un qui dit Shoshana, mais pas si souvent que ça. Oui. Donc vous êtes fait une très bonne place au milieu du cinéma. Et après, la musique, pourquoi? En fait, c'était pas après la musique, c'est en même temps. C'est en même temps? Quand je tournais La Vérité si je mens, j'avais déjà mon premier album qui sortait, le premier single aussi. Donc j'ai tout de suite fait des albums. Mon premier album, j'avais 20 ans, je crois. J'en suis au 5e album maintenant. Et donc j'ai fait les deux ensemble pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Pour moi, c'était un équilibre de vie. Ça me permettait de m'exprimer, moi qui suis un peu boulimique du travail, sans être en attente d'un rôle. Et ça vous laisse beaucoup de temps quand même le cinéma, parce que malgré les promotions, quand on tourne 2 films par an, qui est quand même un bon rythme, ce n'est que 60 jours sur 360, donc ça vous laisse la possibilité quand même de faire autre chose à côté. Dans la musique, quels sont les artistes avec qui vous avez pris le plus de plaisir à travailler avec? Moi, je suis un peu une éponge, donc j'aime regarder, observer, prendre le meilleur, aussi voir ce que moi j'aurais pas fait. Donc toutes les expériences sont bonnes. Après, évidemment, Marc Lavoine qui m'a offert ses premières parties, Laurent Voulzy, Aznavour avec qui j'ai chanté à l'Opéra Garnier, tous ces gens sont des moments de vie qui resteront gravés dans ma tête. C'est des rêves que j'ai vécu à travailler avec eux. Mais au-delà de ça, c'est surtout les anonymes qui m'ont appris beaucoup. C'est les gens qui sont derrière, qui fabriquent les albums, qui écrivent les textes, c'est tous ces gens-là. J'ai vu que votre prochain album va s'appeler Me and My Robot. Why? Parce qu'en fait, c'est une histoire, j'ai écrit une fiction, l'histoire d'une jeune fille qui vit à Tokyo, qui s'appelle Mi, qui va trouver sur le pas de sa porte un jour une caisse, et dans cette caisse, il y a un humanoïde. Et en fait, c'est à un moment donné de sa vie où elle croit plus trop en l'humanité, où elle est un peu en burn-out, et elle va tout quitter. Et elle va partir avec ce robot, elle va traverser le monde, traverser le désert, les océans, et elle va vivre une passion, exactement comme dans le clip, vivre une passion avec ce robot jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et donc du coup, le clip, c'est en fait un peu comme une bande-annonce de l'histoire de cet album. En fait, ça va être découpé en une dizaine de chansons, autant d'images. Je voulais mélanger l'image et la musique, puisque c'est mes deux vies. Et cette fiction, cette fille, est-ce que c'est vous? Oui, c'est moi et c'est d'autres en fait. Forcément, tout ce que j'écris et tout ce que je fais, ça part de choses personnelles. Mais après, ce qui m'intéressait aussi, c'est de pouvoir m'évader et fantasmer cette histoire et cette fille. Bon, moi, je vis pas à Tokyo, mais chaque chose dans cette histoire a une raison d'être là. Ça veut dire que vous aviez peut-être été déçu en l'humanité à un moment de votre vie? Exactement, oui, exactement. Pourquoi? Eh ben, je pense que c'est pas très difficile depuis quelques années de se dire que finalement, probablement, les robots doivent être plus humains que les êtres humains. Vu tout ce qui s'est passé, vu tous les attentats, et à un moment donné, vous dites, et si j'allais cultiver mes tomates au soleil, et surtout loin des êtres humains. Je sais que vous chantez beaucoup en anglais aussi, c'est un choix ou vraiment En fait, j'aime bien chanter en anglais et en français, et puis Il nous faut, ça a été un succès où justement la chanson était en français et en anglais, ce qui m'a permis de pouvoir continuer de faire des chansons dans les deux langues. Et vous aimeriez peut-être avoir un featuring avec un artiste anglo-saxon, et qui par exemple pas. James Blunt, pourquoi pas? Ah oui, oui, je verrais bien. Il a une espèce de sensibilité comme ça, je ferais bien une chanson romantique à la Il nous faut avec lui. Ah ouais. Merci Elisa pour ce moment, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Pas secret entre nous. Bonjour, c'est Elisa Tovati, je fais plein de bisous à public.fr. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bien sûr demain à 20h15. Vous n'oublierez pas bien sûr la prochaine rediffusion du Gros News cette nuit à minuit et demi. À demain, enfin, j'espère.